sécurité aux frontières ivoiro-libériennes était au centre des entretiens aujourd'hui entre le chef de l'État Alassane Ouattara et la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Au sommaire également, la rencontre hier après-midi entre la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et les femmes parlementaires. Enfin, commémoration aujourd'hui du 107e anniversaire de la naissance du premier président de la Côte d'Ivoire. Une messe d'action de grâce a été dite pour Félix Houphouët-Boigny, décédé le 7 décembre 1993. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information. Bonsoir à tous. Tout de suite, l'agenda du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui son homologue libérien, Ellen Johnson Sirleaf, dans le cadre d'une visite de 24 heures à Abidjan. Ce séjour est consacré à la question sécuritaire aux frontières entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboula. Aussitôt arrivé à Abidjan ce jeudi 18 octobre 2012 pour une visite de 24 heures, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et son homologue ivoirien Alassane Ouattara se sont retrouvés au palais présidentiel. Les deux chefs d'État ont échangé pendant environ 3 heures d'horloge pour évoquer la question de la sécurité aux frontières ivoiro-libériennes. La présidente libérienne s'est dite heureuse de la mise en place d'une commission conjointe pour une meilleure collaboration dans la surveillance de leurs frontières communes, comme l'a demandé le Conseil de sécurité de l'ONU. Même son de cloche pour le président ivoirien Alassane Ouattara, qui non plus n'a pas caché sa joie de recevoir son homologue du Libéria dans le cadre des efforts poursuivis en vue du développement de leurs deux pays. Au-delà de la sécurité, la Côte d'Ivoire et le Libéria ont des liens anciens, des liens très forts depuis des décennies, et nous sommes très fiers de ce que nos prédécesseurs ont pu faire pour la coopération entre nos deux pays. En tout cas, je voudrais noter que depuis votre arrivée, la coopération s'est encore renforcée et notre intention est d'aller encore plus loin. Et ceci nous permettra d'ailleurs de réunir assez rapidement la grande commission ivoiro-libérienne. Nous avons également décidé ensemble de certaines initiatives dans le domaine sécuritaire, dans le domaine politique et diplomatique et économique. Je voudrais donc, Madame la Présidente, saluer encore votre leadership, votre courage et dire que nous sommes très très heureux de ce que vous ayez pu prendre du temps pour venir avoir ces échanges avec nous, à peine 24 heures après votre retour au Libéria, car vous étiez à Tokyo pour des réunions importantes également. Le président de la République, Alassane Ouattara, après cet entretien sanctionné par un communiqué final, a tenu à être aux côtés de la présidente libérienne à son départ à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, où il l'avait accueilli quelques heures auparavant à son arrivée. Un accueil à la dimension de l'illustre hôte, honneur militaire avec l'interprétation des deux hymnes nationaux, libériens et ivoiriens, suivi d'un tête-à-tête d'une dizaine de minutes au salon d'honneur avant les échanges au palais présidentiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc reçu aujourd'hui la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Je vous propose alors le communiqué final qui a sanctionné cette rencontre. Le communiqué est lu par le ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction quant à l'esprit de solidarité qui préside aux relations historiques et fraternelles entre les deux pays. Ils ont noté leur volonté commune d'élargir et de renforcer la coopération entre la République du Libéria et la République de Côte d'Ivoire dans l'intérêt mutuel des deux peuples qui entretiennent déjà d'excellentes relations. Ils se sont réjouis des 3 rencontres de haut niveau tenues par les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice des deux pays sur le plan sécuritaire, dont les décisions ont permis de réduire fortement les tensions à la frontière des deux pays.
Dans ce cadre, ils ont décidé d'organiser une grande rencontre entre les élus et les chefs traditionnels des communautés vivant des deux côtés de la frontière, d'une manœuvre militaire et sécuritaire commune avant la fin de l'année 2012. Ils se sont particulièrement réjouis de la signature le 11 août 2011 de l'accord tripartite Côte d'Ivoire-Libéria-HCR, dont la mise en œuvre a permis le rapatriement volontaire des dizaines de milliers d'Ivoiriens en situation de réfugiés au Libéria, faisant passer le chiffre de 145 000 personnes au plus fort de la crise post-électorale à moins de 60 000 aujourd'hui. Les deux chefs d'État ont examiné le niveau des relations bilatérales qui existent entre les deux pays. À ce jour, plus d'une quinzaine d'accords ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, dont notamment l'accord de coopération en matière de justice, signé à Monrovia le 24 août 1972. Le traité d'extradition, signé à Monrovia le 24 août 1972. L'accord relatif au transport aérien, signé à Abidjan le 5 mai 1978. Le traité d'amitié et de coopération, ratifié en janvier 1980. Ils ont convenu de la nécessité impérieuse de réactiver dans les meilleurs délais les travaux de la grande commission mixte ivoiro-libérienne, dont la dernière session, la 5e, s'est tenue à Abidjan du 2 au 5 mai 1978. Il faut d'ailleurs indiquer que les deux chefs d'État ont décidé que cette réunion doit avoir lieu avant la fin de cette année 2012. Les deux chefs d'État ont relevé les énormes opportunités qu'offrent les économies de leurs pays respectifs. À cet égard, ils ont invité les opérateurs économiques ivoiriens et libériens à intensifier leurs relations en vue d'un partenariat mutuellement bénéfique. Évoquant la situation intérieure de son pays, le président Alassane Ouattara a présenté à son homologue libérienne les progrès notables réalisés dans le cadre du processus de sécurisation, de réconciliation et de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Il s'est félicité de la parfaite collaboration des hautes autorités libériennes aux impératifs de sécurité en Côte d'Ivoire. Pour sa part, la présidence Ellen Johnson Sirleaf a exprimé son soutien au chef de l'État, au gouvernement et au peuple ivoirien pour les efforts soutenus en vue de la réussite de l'œuvre de reconstruction entamée sous les auspices du président Alassane Ouattara et de la restauration définitive et durable de la paix en Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont fait un tour d'horizon des grandes questions d'actualité africaine et internationale, en particulier celles du développement économique et social, ainsi que celles liées à la paix et à la sécurité en Afrique. S'agissant de l'Afrique, les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction pour le rôle positif joué dans le règlement des conflits par les organisations sous-régionales, notamment la CEDEAO. Ils se sont félicités de l'évolution de la situation politique au Mali et ont exprimé leur appréciation des préparatifs en cours pour l'envoi d'une force ouest-africaine au nord Mali à la demande des autorités maliennes. Ils ont également évoqué la situation en Guinée-Bissau et se sont réjouis de l'évolution de la transition politique dans ce pays frère dans sa marche vers la normalité. Au plan international, les deux chefs d'État se sont félicités de leur convergence de vues sur les questions multilatérales et ont convenu d'harmoniser davantage leur politique au sein des instances internationales et des organisations régionales et sous-régionales. En image, l'arrivée aujourd'hui à Abidjan du président du Sénégal. Macky Sall est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à exactement 17h30. Le président sénégalais a été accueilli à sa descente d'avion par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Macky Sall va donc participer à Abidjan à la 58e session de l'Internationale libérale qui se déroule demain, vendredi 19 octobre, à l'Hôtel Ivoire de Cocody. Déjà ce soir,
Hier, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu son homologue sénégalais en audience, puis a dîné en sa résidence. Un mot sur les audiences du Premier ministre ivoirien. Jeannot Ahoussou-Kouadio a reçu la vice-présidente de la Banque africaine de développement. Les échanges ont porté sur le processus du retour de la BAD en Côte d'Ivoire, après bien sûr l'adoption de la feuille de route par le Conseil consultatif des gouverneurs. Reportage Alexis Ouedraogo. La 15e réunion du comité consultatif des gouverneurs de la BAD, tenue à Tokyo au Japon le 11 octobre dernier, a adopté par consensus la feuille de route du retour de la Banque africaine de développement à son siège en Côte d'Ivoire. C'est donc pour se pencher sur les étapes suivantes du processus engagé que Sue Varden, vice-présidente de l'institution, s'est rendue ce jeudi chez le chef du gouvernement ivoirien. Le fait que la feuille de route est entérinée est un signal très fort concernant le retour de la banque à Abidjan. Et si Madame la vice-présidente est ici juste une semaine après cette réunion à Tokyo, c'est parce qu'avec le président de la banque, elle a décidé qu'il fallait rentrer ici rapidement pour discuter avec le Premier ministre, le gouverneur, les différents ministres des étapes de ce qu'il faut faire maintenant pour la mise en œuvre de cette feuille de route. La prochaine étape maintenant, c'est une planification détaillée autour des différents aspects du retour, c'est-à-dire l'aspect éducation, logement, sécurité. Il y a donc un certain nombre de déclencheurs qui ont été intégrés dans la feuille de route et qu'il faudra mettre en place à temps. Deuxièmement, il y a un budget détaillé également qu'il faut établir par rapport à ce retour. Et tout ceci sera tout d'abord présenté au conseil d'administration de la banque, puis au conseil des gouverneurs au mois de mai, lors des assemblées annuelles. Les gouverneurs devront donner leur accord officiel et à partir de là, on pourra commencer le retour concret de la banque. Ce retour de la BAD en Côte d'Ivoire, au-delà de confirmer le retour à la normalité dans notre pays, contribuera à la création de nombreux emplois. Dans l'actualité également, les échanges hier mercredi entre la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et les femmes parlementaires. La rencontre s'est déroulée à son cabinet dans la commune de Cocody. Le compte-rendu de Viviane Haïma. Cette visite que les femmes députées de Côte d'Ivoire ont rendue ce mercredi après-midi à la première dame Dominique Ouattara à son cabinet à Cocody a été enrichissante pour l'avancement de la cause des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire. Grande militante de cette cause qu'elle défend depuis de nombreuses années déjà à travers sa fondation humanitaire Children of Africa qu'elle a créée en 1998 et qui intervient dans 11 pays d'Afrique, elle a félicité ces femmes députées de la nation qui sont des exemples de l'émergence des femmes. Mes chères sœurs, je voudrais tout d'abord vous dire, en tant que femme, combien je suis fière de vous. Vous êtes là, devant moi, en digne représentante du peuple, élue par vos populations. Bravo pour votre élection. Continuez à mériter la confiance que les populations ont placée en vous. Battez-vous pour leur bien-être et pour que chaque Ivoirien ait de meilleures conditions de vie. La première dame leur a parlé des actions qu'elle mène au profit de ses concitoyens dans les domaines de la santé, de l'éducation, pour l'accueil des enfants de la rue et pour l'aide aux femmes. Son projet de construction d'un grand hôpital pour la mère et l'enfant qui sera bientôt réalisé à Bingerville. Elle leur a également présenté son deuxième grand projet qui est en phase finale de préparation et qui concerne la mise à disposition des femmes de Côte d'Ivoire d'un microcrédit pour une enveloppe départ de 1 milliard de francs qu'elles pourront acquérir sous forme de prêts à faible taux de remboursement et pour des montants allant de 30 000 francs minimum à 500 000 francs et 1 million de francs pour les groupements coopératifs. La première dame a aussi expliqué la croisade qu'elle mène en ce moment contre la traite, l'exploitation et le travail abusif des enfants en Côte d'Ivoire. En qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, elle a adressé à ses députés qui votent les lois à l'Assemblée nationale un plaidoyer en faveur des enfants de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est la lutte contre le travail des enfants. Nos enfants sont notre avenir. Je le dis bien souvent et c'est une réalité. Nous devons les protéger et les entourer de toute notre affection. Il me tenait à cœur de vous faire part d'un vœu qui m'est cher.
Il s'agit de l'adoption d'une loi visant à rendre l'école obligatoire pour tous les enfants. La place des enfants est à l'école et non dans la rue ou dans les plantations. Vous qui êtes des femmes, des mères, qui êtes proches de nos parents, aidez-moi à porter ce message auprès de vos populations respectives. Il ne s'agit pas d'empêcher les enfants d'apprendre des travaux socialisants avec leurs parents, mais de les protéger contre l'exploitation et les travaux dangereux. L'engagement de la Première Dame a suscité l'estime de ces représentantes du peuple de Côte d'Ivoire qui ont manifesté aussi un grand intérêt pour les actions qu'elle entreprend. Dans une ambiance détendue, elles ont posé de nombreuses questions, fait état de préoccupations. Elles ont aussi profité pour présenter des doléances. Après près de 2 heures d'échange dans la salle de réunion, la Première Dame a convié ses hôtes à une collation servie dans le jardin. Place maintenant aux impressions de quelques femmes députées, après bien sûr leurs entretiens avec la Première Dame Dominique Ouattara. Elles sont au micro de Viviane Aïna. On sait que l'ONG de la Première Dame s'emploie à faire en sorte que les enfants soient dans de bonnes conditions. Nous ne pouvons que lui dire merci. Ce soir, ce que nous avons entendu nous réjouit d'autant plus que si une loi est créée pour obliger les enfants, tous les enfants à être scolarisés, moi je pense que c'est un bon avenir pour notre pays. Je remercie la Première Dame, je remercie aussi tout son cabinet. Elle peut compter sur les femmes députées de Côte d'Ivoire. La nation attend beaucoup de nous, main dans la main, notre travaux conjoints. Je pense que nous arriverons quand même à faire ce qu'on attend de nous. Une Première Dame, elle est l'oreille gauche du chef de l'État. Nous avons eu au moins 2 heures d'échange, c'est fructueux. Et ça nous permettra au moins de savoir qu'elle peut nous appuyer, surtout à la base, parce qu'aujourd'hui, on sait comment elle peut aider ta région. Et comme elle a si bien dit qu'elle s'intéresse très peu de la politique, mais tout ce qui est du social, on peut la solliciter. Moi, c'est ce que j'ai retenu en tout cas. On parle encore des activités de députés. Une trentaine de parlementaires, membres des commissions des finances et des cadres d'Assemblée nationale de l'UEMOA et de la Mauritanie participent à un séminaire. Les travaux s'articulent autour du rôle des parlementaires dans la promotion de la bonne gouvernance. Les explications de Victorien Angoua. Examiner et approfondir la compréhension du rôle des parlementaires sur les questions de fiscalité. Améliorer l'efficacité du député pour la réalisation des objectifs des politiques macroéconomiques. Point au menu de la rencontre ouverte à l'hôtel du Golfe à Abidjan. L'Institut africain de développement IAD du groupe de la BAD, avec la collaboration de l'Assemblée nationale, a initié le programme. Thème, rôle des parlementaires dans la promotion de la bonne gouvernance, dans la gestion des finances publiques et la redevabilité. La Banque reconnaît ainsi le rôle important des parlements en tant qu'institution. Leurs fonctions de supervision sont essentielles dans la promotion de la bonne gouvernance économique dans les pays, déclare le directeur du département de la gouvernance et des réformes économiques et financières de la BAD, Lobé Ndoumbe. Les travaux du séminaire régional mettent en exergue l'organisation et le fonctionnement de la BAD, sa stratégie en matière de promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, la redevabilité en matière fiscale du pouvoir législatif. Ils sont une trentaine de membres du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, des commissions des finances ainsi que des cadres des assemblées nationales des 5 pays, dont le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie et le Togo, à prendre part à la rencontre d'Abidjan. La compréhension du processus d'élaboration des budgets et l'allocation aux différents secteurs ministériels, le mécanisme de contrôle dans la mise en œuvre des budgets, le suivi et évaluation ainsi que la supervision constituent les principaux thèmes en atelier. Une délégation d'opérateurs économiques français est en mission de prospection en Côte d'Ivoire. Objectif, participer à la relance de l'économie ivoirienne. Ils ont été reçus hier par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Le compte-rendu de Marie-Laure Ngoran. Plus de 120 entreprises françaises ont fait le déplacement à Abidjan dans le cadre du forum d'affaires franco-ivoirien. Le forum achevé
Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, suite à un lobbying, mobilise plus de 50 industriels français et les convie à un déjeuner d'affaires. L'opération de charme du gouverneur vise un objectif, encourager les hommes d'affaires français à investir davantage en Côte d'Ivoire afin de réduire le taux de chômage, notamment à Abidjan qui compte environ 6 millions d'habitants. Ce qui préoccupe le président Alassane Ouattara, c'est de pouvoir donner du travail aux jeunes Ivoiriens. Quand nous regardons cette jeunesse dynamique, intelligente, qui ne demande qu'à travailler, nous n'avons qu'une seule envie, faire le maximum d'efforts pour que de grandes entreprises, de petites et moyennes entreprises viennent ici pour coaliser leurs énergies avec celles des entreprises ivoiriennes et offrir aux jeunes Ivoiriens du travail. La délégation d'hommes d'affaires est conduite par le président de la Chambre de commerce et d'industrie internationale de Rhône-Alpes et cette délégation est accompagnée à ce déjeuner par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Convaincu par les propos du gouverneur, le chef de la délégation française s'est engagé à être le porte-parole du district autonome d'Abidjan auprès d'hommes d'affaires et décideurs français. Et je m'engage très clairement devant monsieur le gouverneur, devant l'ambassadeur de France, à être le porte-parole chez nous, en France, à Lyon et dans la région Rhône-Alpes, pour dire qu'il faut que nous nous rapprochions, d'abord parce que c'est nécessaire pour nos entrepreneurs français. La crise économique règne partout dans le monde. Demain, l'Afrique, dans 20 ans, sera une terre bénie. Il est le temps de revenir, il est le temps de se souvenir que la France et la Côte d'Ivoire ont fait tellement de pas ensemble. Et l'offre que je fais très publique à tous les miens, à tous les chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire, nous voulons venir ici, pas pour prendre le travail, pour le faire avec vous, avec eux, parce que je ne connais aucune entreprise, aucun grand patron qui n'ait grandi s'il n'a pas fait grandir les autres. Les hommes d'affaires français sont tous issus de la Chambre de commerce et d'industrie internationale Rhône-Alpes. Le domaine de compétences, la métallurgie, l'agriculture, la santé, les infrastructures, les nouvelles technologies et l'industrie. La première conférence mondiale du cacao va se tenir en Côte d'Ivoire le 19 novembre prochain. Et pour parler des enjeux de cette rencontre bilan, une délégation de l'Organisation internationale du cacao et le comité de pilotage ont eu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères. Le témoignage de Noël Gnagno. Le cacao. La Côte d'Ivoire est premier pays producteur depuis 1978. 33 ans après, le monde entier veut réfléchir sur le cacao et ses perspectives. La Côte d'Ivoire est élue pour abriter la première conférence mondiale du cacao. C'est du 19 au 23 novembre prochain. Un rendez-vous d'importance stratégique pour la Côte d'Ivoire, son économie, son image, après ces années de crise et au regard des personnalités invitées. Je peux vous assurer que tout ce que le monde entier comporte d'expertise au niveau de l'économie cacaoyère mondiale sera présent à Abidjan. Aussi bien au niveau des structures privées, toutes les grandes multinationales du chocolat seront présentes. J'ai moi-même eu ce matin une séance de travail avec les responsables de Mars, la structure de Kraft, Nestlé, tout le monde sera là. Au niveau gouvernemental, tous les pays membres de l'ICCO seront représentés. Nous avons également la société civile à travers un certain nombre d'ONG au plan régional comme international. Et nous avons également des représentants des bailleurs de fonds. L'Union européenne sera présente et un certain nombre d'autres organisations. Quel est l'état de l'organisation à un mois de ce rendez-vous capital? Une délégation de l'ICCO, Organisation internationale du cacao, conduite par son directeur exécutif, est à Abidjan. Elle a eu une séance de travail avec le comité de pilotage en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Les premières impressions sont bonnes. Étant arrivé hier, nous avons eu l'occasion d'expérimenter, par exemple, l'accueil à l'aéroport. L'accueil était parfait. Le transport jusqu'à l'hôtel, tout s'est très bien passé. Nous avons au niveau technique discuté des différents éléments à couvrir au niveau de la conférence. Tout se passe très bien et nous sommes entièrement satisfaits. Selon les experts, le déficit entre l'offre et la demande en cacao pour les 20 prochaines années est d'environ 1 million de tonnes. D'où la pertinence de la rencontre d'Abidjan pour poser la problématique de la durabilité de la production cacaoyère en Côte d'Ivoire et dans les principaux pays producteurs. Quelle est la situation à Beaunois au lendemain des attaques perpétrées contre les positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire?
Dans le reportage qui va suivre, Abou Sanogo nous annonce que les activités ont repris dans la région. Transporteurs et autres fonctionnaires ont repris le service dans la cité de l'Anana sans constat. Des cars et camions de marchandises qui se disputent la voie internationale. Commerçants et opérateurs économiques de la ville de Bonoa ont réouvert boutiques et magasins. Le marché et les rues ont retrouvé leur densité et ambiance habituelle. Dans les établissements de la ville, enseignants et élèves ont réintégré les salles de classe depuis ce mardi. Passé les moments de grande frayeur consécutifs aux attaques sur les postes des forces de défense et de sécurité dans la nuit du dimanche 14 octobre à lundi, les populations de Bonoa vaquent normalement à leurs occupations. Ça va bien à Bonoa. Moi, je suis en plein boulot comme ça. Et donc tout le monde allait au travail, les transporteurs ont pu aller au champ, aller échanger les maniocs, aller à Abidjan. Et donc tout le monde se sent à l'aise à Bonoa aujourd'hui. La population a un peu peur, mais les trucs ont repris un peu parce que c'est encore récent. Mais quand même, on ne peut pas rester sans manger. Il faut que quand même on arrive à vaquer à nos petites occupations. À la gare routière, les cars et taxi-bus qui assurent les liaisons Bassam-Bonoa, Bonoa-Aboissou et Bonoa-Abidjan ont repris du service. Ça va, calme. On s'en sort normalement pour le moment. Mais c'est un barrage seulement maintenant qui est un peu strict, qui nous bloque. Ça a été un peu dur pour nous, mais vraiment la situation ça va. Pour le travail, il n'y a pas de problème. La vie a repris son cours normal dans la cité de l'Ananas, mais la population souhaite que les forces de sécurité redoublent de vigilance. Les forces de l'ordre de Bonoa ne sont pas assez nombreux, parce que quand il y a les attaques, pour qu'ils puissent venir faire du renfort pour quitter à Bassam, déjà il y a déjà des tirs qui se sont déjà passés, ça fait peur à la population. On souhaite vraiment qu'il y ait beaucoup de sécurité et la vigilance des agents de sécurité, pour que nous puissions vaquer tranquillement nos occupations. Ça dépend du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour que la population soit en sécurité? Parce que nous ne sommes pas habitués au tir. Pour la première fois, en tout cas, on a été effrayés, tout et tout. Mais on pense que le gouvernement va mieux faire. Les attaques des positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire à Bonoa et dans le village de Samo ont fait 2 assaillants tués, des armes et des caisses de munitions récupérées par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. On part à présent dans la région de Ferké. Ferké, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire où une ambulance a été offerte au Haut Conseil pour le développement du canton Palaka. C'est un don du ministre chargé des Affaires présidentielles Ouattara Ibrahim. Tout de suite, les temps forts de la cérémonie de remise avec Evelyne Desbazigua. Les populations des 34 villages du canton Palaka peuvent graver en lettres d'or dans leur mémoire la date du samedi 6 octobre 2012. Ce jour-là est né le Haut Conseil pour le développement du canton Palaka. Daniel Kosomino Ouattara a été élu à la tête de l'organisation, presque à l'unanimité des participants. Les priorités du premier président du Haut Conseil pour le développement du canton Palaka sont entre autres la promotion des valeurs culturelles du terroir, le développement des infrastructures socio-économiques de base, l'amélioration de la productivité agricole, l'entraide entre les membres. Le ton de cette nouvelle dynamique a été donné à travers le don d'une ambulance à l'hôpital de la sous-préfecture de Kumbala par un fils de la région, le ministre chargé des Affaires présidentielles Ouattara Ibrahim, qui réalise ainsi une promesse faite aux populations. Le canton Palaka a honoré 20 de ses filles et fils en leur donnant des diplômes de reconnaissance pour leurs actions en faveur des populations. La Côte d'Ivoire commémore aujourd'hui le 107e anniversaire de la naissance de son premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, décédé le 7 décembre 1993. Des prières de recueillement ont été dites à l'église Saint-Jean de la commune de Cocody. Le témoignage de Chantal Akandan. Chaque jour plus étroite. Le 18 octobre, c'est la date anniversaire de naissance du premier président de notre pays. Ce jeudi, Félix Houphouët-Boigny aurait eu 107 ans. Militants du PDCI, sympathisants et oufouettistes se sont souvenus. Ils ont donc pris d'assaut l'église Saint-Jean de Cocody pour communier en prière. Dans son homélie, le père Herman Farma, vicaire de la paroisse Saint-Jean de Cocody, a invité chaque fidèle à cultiver l'amour et la paix, vertu chère à Félix Houphouët-Boigny. Il puisse intercéder et prier pour nous, pour que nous ayons cette paix et cette réconciliation des Ivoiriens qui concerne non seulement
la réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec nous-mêmes, la réconciliation avec la création tout entière. Parce que le Dieu qui nous a créés nous a fait par amour et nous invite à être partout où nous sommes des artisans de paix. Selon le président du PDCI, Henri Konan Bédié, cette date est importante pour le parti, mais aussi pour tous ceux qui sont épris de paix. Cette journée marque la célébration d'une grande figure, celle du fondateur de la nation ivoirienne, celle du père de la paix et celle du père de la réconciliation. C'est très heureux que nous soyons tous rassemblés pour cette célébration. Pour ses héritiers, Félix Houphouët-Boigny reste éternel et il compte bien le célébrer à chaque occasion. Le président de la République, Alassane Ouattara, adresse au nom du peuple ivoirien et en son nom propre ses sincères condoléances à son homologue français, François Hollande, suite au décès à Paris de l'ancien ministre français des Relations extérieures, Claude Cheysson, disparu à l'âge de 92 ans et ministre français des Relations extérieures de 1981 à 1984, Claude Cheysson s'est imposé comme un militant en faveur des pays du tiers-monde. Les musulmans de Côte d'Ivoire vont célébrer le vendredi 26 octobre prochain la Tabaski ou l'Aïd al-Kébir. L'annonce a été faite aujourd'hui par le Conseil supérieur des imams. On écoute les précisions du président du COSIM, El Hadj Cissé Djigiba. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, en collaboration avec le Conseil des imams sunnites en Côte d'Ivoire, CODIS, et le Haut Conseil de l'imama et des oulémas, ACI, informe la communauté nationale que le jour de Arafat est fixé au jeudi 9 Zulhijjah 1433, correspondant au 25 octobre 2012. Par conséquent, la fête de l'Eid al-Adha, appelée communément fête de la Tabaski, sera célébrée, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire le vendredi 10 Zulhijjah 1433 Hijri, soit le vendredi 26 octobre 2012. En bref, les élections présidentielles du 6 novembre prochain aux États-Unis, le célèbre téléévangéliste américain Billy Graham s'est prononcé aujourd'hui de façon indirecte mais manifeste en faveur du candidat républicain Mitt Romney. C'est tout pour cette dernière heure d'information. Demain, vous avez rendez-vous avec Alvor Assa Kwame pour les éditions de la mi-journée. Bonsoir.